Suivez-nous désormais sur Centrale Télévision, Grammy Ligon. Je suis de retour avec un nouveau concept, les réveils africains. C'est comme si nous sommes dans un laboratoire, nous vous proposons, nous sommes en train de coller bien sûr et de peaufiner ce qui pourrait constituer ce qu'on appelle les narratifs africains, partant bien sûr du Congo comme pays solution, également comme gâchette. Frantz Fanon l'a si bien dit, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Nous sommes en train de constater un nouveau vent, un nouveau mouvement au niveau de l'Afrique, mais également il y a un autre constat. Apparemment la RDC serait un peu inactive bien sûr. Alors, qu'est-ce qui produit cela? Nous allons en parler avec Alain Bouloudjoa, un expert bien sûr dans les questions économiques, un leader politique avec son parti, les BAT. Nous allons nous atteler là-dessus pour essayer d'examiner la situation en République démocratique du Congo, mais également au niveau de l'Afrique de manière générale. Alain Bouloudjoa, j'espère que vous allez bien. Oui, ça va. Ça va. Alain Bouloudjoa, vous êtes acteur politique, président de votre parti politique, les BAT, les partis va bien. Oui, on se bat. Comme l'a dit d'ailleurs le nom du parti, on se bat. On a connu beaucoup de difficultés lors des élections. Il y a eu beaucoup de départs. Les gens voulaient nous amener à adhérer au processus électoral alors que nous avions beaucoup d'éléments qui démontraient déjà qu'on ne pouvait pas avoir gain de cause parce que les décors ayant déjà été plantés. Et fort malheureusement, ils ont préféré aller postuler et ça nous a un peu déstabilisés. Mais depuis un temps, on sent qu'il y a des adhésions, il y a des gens qui s'ajoutent. Alors, Alain Bouloudjoa, nous avons deux parties dans cette émission. Nous allons effleurer un tout petit peu l'actualité politique au niveau de la RDC. Avec ce qui s'est passé hier, bien sûr, nous aurons appris la perquisition au niveau du siège de la fondation Musée Laurent Désiré Kabila et que les services auraient emporté même les véhicules qui a transporté les corps de notre ancien président de la République, également au niveau des dépôts de la société Égale, la société qui est assimilée au camp Kabila, aux proches de l'ancien président Joseph Kabila. Alain Bouloudjoa, quelles sont vos impressions? Qu'est-ce qui se passe exactement? Je pense que vous aviez eu cette information. Oui, dans les réseaux sociaux, bien que je n'ai pas assez d'éléments, mais je comprends le contexte. Et quel est le contexte? Il y a deux acteurs majeurs. Je peux même aller à trois. Il y a M. Félix Tshisekedi, il y a M. Kabila, il y a un autre qui s'est ajouté, M. Jean-Pierre Bemba. M. Félix Tshisekedi ne se sentira jamais un président plein dès lors que Kabila sera là. Oh. Parce qu'il sait que c'est une invention. Il est une invention de Kabila et il se sent un peu complexé vis-à-vis de c'est un président élu et non une invention. Alors, Jean-Pierre Bemba a des antécédents avec Kabila et il veut profiter de sa fonction justement pour lui rendre des comptes. Et donc, vous avez deux acteurs qui ont les mêmes ambitions, pratiquement, et qui veulent enclencher cela. Mais la grande question, c'est celle de savoir pourquoi maintenant.
pendant que nous sommes en guerre, pendant que nous sommes dans une situation de conflit militaire, Exactement. pendant que les gens attendent à ce qu'il y ait cohésion nationale, pourquoi avoir choisi maintenant? C'est justement parce que Kabila peut être l'élément déclencheur de la situation que veut créer M. Félix Tshisekedi. Là, parce on que n'a pas bien compris, vous dites? Non, mais justement Monsieur parce Kabila, que M. Félix Tshisekedi veut faire de M. Kabila l'élément déclencheur de la situation qu'il veut créer. Parce que quand vous vous attaquez à Kabila, c'est justement parce que vous voulez le voir réagir. En réagissant, il ne va pas parler. Probablement qu'il va réagir par d'autres voies. Et s'il réagissait par d'autres voies, il a encore des adeptes, même au niveau des institutions, je dirais même au niveau de l'armée. Et quand il y aura réaction, probablement qu'il y aura guerre civile. Et lorsqu'on a la guerre civile, ça change la configuration de l'État. Je profite pour essayer un peu d'épingler ces sujets. Selon des informations, même la jumelle de M. Kabila, Jeannette Kabila, selon ces informations, les services auraient empêché à Madame Jeannette, ancienne députée nationale, d'effectuer un déplacement. Mais également, il y a Prince Epenge dont les passeports est confisqués au niveau de l'ANER. Je ne sais pas si c'est le cas également avec vous. Fort malheureusement, oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, je ne voudrais pas qu'on assimile toutes les questions parce que mon dossier n'est pas similaire aux autres. Mais ce qui est vrai, si Madame Jeannette voulait se déplacer avec un passeport ordinaire, quoi de plus normal parce qu'elle a le droit. Mais si elle serait empêchée par les services. Non, mais si par exemple elle a brandi un passeport diplomatique ou un passeport de service, quoi de plus normal parce que elle n'est plus en fonction. Et comme elle n'est plus en fonction, elle doit restituer le passeport de service et le passeport diplomatique, ou sinon ne pas les utiliser. Parce qu'en réalité, quand vous détenez un passeport diplomatique ou un passeport de service, il faudrait avoir l'ordre de mission et l'autorisation de sortie. Mais si c'était un passeport ordinaire, c'est de la provocation tout simplement. Et fort malheureusement, ça devient une coutume chez M. Félix Tshisekedi. Je revenais de la Belgique, c'était le 31 octobre. Je suis arrivé au niveau de l'aéroport. On a saisi mon passeport. Et jusque-là, on ne m'a même pas donné des raisons. Depuis lors, en tout cas, ils gardent encore mon passeport. Et d'ailleurs, je tiens à informer au DG que je vais saisir, je vais saisir la justice parce qu'apparemment, il ne sait pas bien faire son travail. Même si vous pouvez avoir des raisons à avancer pour la saisie de mon passeport, la moindre chose, il suffisait seulement de me dire le pourquoi. Donc jusqu'à présent, la raison n'est pas... Il ne réagit même pas à mes correspondances. Il ne réagit même pas. Alors, apparemment, ils veulent assez que nous réfléchissions tous comme Jean-Jacques Mamba ou comment on s'appelle, Nanga. Non, nous n'avons pas cette culture. Nous voulons faire une politique potable. Nous voulons contredire ou apporter de contre-programmes par rapport à ce qu'il y a. Parce que nous sommes dans une approche démocratique. Mais si vous ne voulez pas respecter nos droits, c'est quand même surprenant. Le seul document d'identité que j'ai. Et les gens ne savent pas les conséquences qu'il y a. Parce que vous avez boycotté non, mais je ne pouvais pas avoir, je ne pouvais pas avoir cette carte. Sincèrement, c'est injurieux, c'est insultant. Alors, Alain Bouloudjoua, s'il vous plaît, le problème c'est que il y a des gens qui dépendent de moi. Exactement. Et vous, en dehors de ma famille, là, on m'a un peu trouvé des solutions. Vous êtes un président d'un parti. Je prends en charge plus de 30 écoles dans mon territoire et ça fait pratiquement dans les 180 enseignants que je prends en charge chaque mois. Mais il y a la gratuité de l'enseignement, non? C'est ce qu'on vous dit. En saisissant mon passeport, vous privez à tous ces enfants-là le droit d'aller à l'école. Et surtout les enseignants. Mais il y a la gratuité de l'enseignement, Alain Bouloudjoua. Mais c'est ce qu'on vous dit. Comment est-ce que vous non, mais il y a des parents qui cotisent, qui contribuent à l'auteur de 1000 francs chaque mois pour soutenir les parents et les enseignants. C'est comme ça que moi, je viens pour suppléer. Voyez-vous? Alors, vous prenez le nombre d'élèves dans ces écoles, c'est moi qui prends en charge. Et si je n'ai pas de passeport, les transactions bancaires ne peuvent pas être effectuées. C'est-à-dire que vous avez privilégié. Donc vous êtes dans l'impossibilité même de retirer l'argent. Ah, mais bien évidemment, parce que pour aller en banque, il faut avoir une carte d'identité. J'en ai pas. Exactement. Voyez-vous? Et donc, vous comprenez que je ne suis pas le seul
à en être victime. Et s'il y a le cas de notre frère Prince Epingue, il a sollicité son passeport et on lui dit non, lui n'a pas le droit d'avoir le passeport dès lors que l'autorité n'aurait pas donné son avis. Mais vous considérez d'ailleurs quelle est cette autorité-là qui doit autoriser aux gens d'avoir le passeport? Le passeport, c'est un document de l'État. C'est-à-dire que l'État octroie les passeports justement pour faciliter aux Congolais de sortir en dehors du pays. Exactement. Alors, il fait sa demande, vous lui dites non, il n'en a pas le droit. Il n'est pas étranger, et même s'il était étranger, c'est pas comme ça que les choses doivent se faire. Mais ce qui est surprenant, ils ont quand même donné le passeport au M23. Là, nous n'entrons pas dedans. Ils ont donné de passeport au M23. Et comme qui? Non, mais les gens qui étaient ici, qui ont fait 14 jours. Le président n'était pas au courant. Oui, mais moi, je ne parle même pas de lui. Je parle du régime. Je parle de l'administration Tshisekedi. Ils ont octroyé des passeports. Parce que je ne pense pas que quelqu'un qui a quitté le pays depuis 2009 pouvait venir ici chez nous, à Kinshasa, en 2019, sans nécessairement avoir les passeports, parce qu'ils ont pris des avions. Comment sont-ils arrivés ici? Ils sont passés par la DGM. Ils ont donné des passeports au M23. Et d'ailleurs, la personne qui avait donné le passeport, la possibilité à ces gens-là de venir, c'est celui-là qui a remplacé, c'est celle-là qui a remplacé, comment on l'appelle, Kabassé. Kabassé, le communicateur de l'UDPS. Ah, Donald. Ouais, il a été remplacé par la personne qui a réchauffé les M23. Vous comprenez? Voilà. Alain Bouloujoua, nous entrons. Le but de cette émission, quand vous voyez Réveil africain, c'est vrai qu'il y a deux parties. Nous essayons d'efflairer un peu l'actualité politique locale au niveau, parce que nous sommes en RDC, mais plus l'objectif c'est de traiter les questions au niveau de l'Afrique. Nous vous proposons, nous sommes en train de coller ce qui pourrait constituer les narratifs africains, partant bien sûr, comme j'avais dit, de la RDC comme pays solution, comme gâchette, parce que l'Afrique aurait la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en RDC. Mais nous constatons qu'apparemment la RDC serait inactive. Moi, je ne peux pas comprendre le Rwanda, pays frontalier à la RDC, que le Rwanda puisse servir des bases arrière pour nuire, détruire la RDC. Ce qui pourrait jamais s'expliquer si on prend les cas de la France et la Belgique, parce que ces deux pays sont également frontaliers. C'est vrai, on pourrait parler de l'Union européenne, mais également ici nous avons l'Union africaine. Qu'est-ce qui se passe au juste? C'est vrai, les problèmes dans chaque pays africain reposent sur ces élites, mais également il y a une part collective des dirigeants africains, soit des élites africaines. Alors, qu'en pense Alain Bouloujoua? Nous prenons ce qui se passe, nous partons de la RDC. Alain Bouloujoua, est-ce que vous avez l'impression que la RDC est en train de constituer un frein également au niveau du développement de l'Afrique de manière générale? Bon, déjà au départ, la RDC, ce qui est devenu la RDC en 1960, a été créé justement pour servir de base économique à l'Occident. Vous répétez un peu? La RDC n'a pas été créée pour l'Afrique. La RDC n'a pas été créée pour l'Afrique. La RDC a été créée pour soutenir l'économie occidentale. Avant 1800, non, la RDC n'existe pas. La RDC est une invention de la communauté internationale. La RDC est une invention de la communauté internationale. La RDC est une invention de la communauté internationale. Expliquez il faut faire la part des choses entre l'espace, les individus et l'État. Allons-y. Voyez-vous? Parce que ça, par moments, ça prête à confusion. Et je crois que c'est ça l'essentiel même de mon second livre, qui est en projet. C'est pourquoi je vous ai invité, d'ailleurs. Déjà au départ, lorsqu'il s'agissait de mettre fin à la barbarie qu'il y avait avec les arabisés, les arabes, la communauté internationale s'inquiétait sur la situation de Congolais d'aujourd'hui. À l'époque, nous n'étions pas Congolais. Alors, ils ont diligenté des équipes, justement, des explorateurs, pour arriver à comprendre
d'abord la physionomie de l'espace, mais en même temps comprendre les comportements, la culture de la population. Donc il y avait une équipe d'avance qui était venue. C'est comme ça qu'ils sont venus en Afrique, ici plus précisément dans le bassin du Congo, qui est constitué de 6 pays. Ils sont arrivés, ils ont découvert l'espace. Avant qu'ils n'arrivent, il y avait d'autres explorateurs qui étaient venus pour des intérêts de certains États. Ils ont fait les rapports. C'est comme ça que le roi des Belges a pris l'initiative en 1876 de créer une commission qui serait chargée de faire le suivi et tout ça. Après cette commission, ils ont mis en place une organisation internationale du type ASBEL, AIA, Association internationale du Congo, pas le Congo d'aujourd'hui, le Congo, c'est-à-dire en termes de bassin du Congo, ils ont créé les conditions pour étudier. Ils ont convoqué une conférence internationale de la géographie et c'est comme ça qu'ils ont pris l'initiative, c'est sur base de ça qu'ils ont pris l'initiative de circonscrire leur action. Au lieu de prendre tous les bassins du Congo, ils ont limité dans l'espace qui sert aujourd'hui, qui est l'espace congolais aujourd'hui. AIA est devenu AIC et après EIC. C'est une proposition en fait du roi des Belges. État indépendant du Congo. Et c'est par la suite, quand ils sont arrivés au niveau de la conférence de Berlin, c'est comme ça que le roi de Belge, avec sa forte représentation, ont convaincu certains États à le soutenir pour créer l'État indépendant du Congo, avec l'idée d'une neutralité en termes d'exploitation. C'est comme ça que vous trouvez dans l'acte de Berlin, on reconnaît directement à tous les États, les 14 puissances, le droit d'exploiter chez nous. Vous comprenez déjà que l'État congolais est né avec des lacunes chroniques. C'est un bien sans maître, mais à qui on a reconnu le droit de souveraineté à un individu et non à un État. Tout est parti. Dès par l'origine, au niveau de Berlin, on a reconnu aux autres États le droit d'exploiter. Les droits d'exploiter en RDC. Exact. Tous les États. Et parmi ces États, il y a la Russie, il y a la Norvège-Hongrie, parce qu'à l'époque, la Norvège et l'Hongrie n'avaient qu'un seul gouvernement. Il y a la France, l'Italie, la Belgique, l'Hollande, il y a la Suède. Ils étaient au nombre de 17, il y a le Canada. Ils étaient au nombre de 17, il y a les États-Unis. Voilà. Ils étaient au nombre de 14 États. La Belgique était là, parce qu'il y avait deux délégations, la délégation belge et la délégation de AIC, qui a proposé la création de l'État indépendant du Congo. Alors, et donc, ils se sont résolus de laisser le Congo comme un bien sans maître où tout le monde pouvait exploiter. Il y a eu des désordres au départ, et c'était juste après qu'il y a eu des accords au niveau international pour réduire la tension qu'il y avait, et c'est comme ça qu'ils ont renforcé la réglementation en matière d'exploitation. Avec l'indépendance, cela n'a pas cassé ces concessions ou bien ces genres de propositions? Bon, avant l'indépendance, en 1889, le 2 août 1889, le roi des Belges avait signé un testament. Parce que déjà, au lendemain de l'octroi de ses droits de souverain, il a commencé à sentir des pressions. Avant qu'il ne soit choisi comme le roi souverain, il avait un problème avec la France. Ils ont signé une convention, le droit de préemption. C'est-à-dire qu'après son dépôt de droit souverain, le Congo devait revenir de plein droit à la France. Voilà pourquoi vous trouvez la France. Le droit de préemption, c'était avec la France. Il a signé cette convention qui existe. Et je crois que ceux qui fréquentent, comment on appelle, les archives en Suède, il y a une copie. Je crois d'ailleurs, je vais tenter de publier sur Facebook. Il y a une copie où c'est clairement dit que après le droit de préemption, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas céder votre terre à une autre personne en dehors de la personne qui vous a permis de l'avoir. Et c'est ce qui a fait que la France exigeait à ce qu'on lui soit reconnu le droit de souveraineté sur le Congo. Alors, le 2 août 1889, le roi des Belges a eu à signer
un testament cédant son droit souverain à la Belgique. Après sa mort. Une année avant sa mort, la Belgique a reconnu le droit, en 1908, le droit souverain sur le Congo. Voilà pourquoi nous avons basculé de l'État indépendant du Congo au Congo belge. Et donc, vous comprenez que la création de l'État congolais est atypique, contrairement à d'autres États. Mais quand vous parlez de l'État indépendant, mais ça prête un peu à confusion, c'est paradoxal. Si nous étions sous tutelle d'un État, mais comment dire État indépendant du Congo? Non, nous n'étions pas sous tutelle d'un État, mais plutôt nous étions de sujet d'un roi de Belge. Voyez-vous, le roi de Belge. Nous étions une propriété du roi de Belge. Alors pourquoi cette appellation de l'État? Non, mais justement parce que c'est, en fait, ça résulte de l'organisation. Voyez-vous, AIA, Association indépendante de l'Afrique. AIC, Association indépendante du Congo. Le Congo, là, je vous ai dit, il y avait 6 pays. Et après, ils ont créé EIC. Et c'était fait en Belgique. Alors, la question que je vous ai posée, est-ce toutes ces histoires-là sont toujours à jour jusqu'à présent ou non? Non, le problème, c'est que avec l'évolution, les Congolais ont exigé l'indépendance. Oui, exactement. Fort malheureusement, lorsqu'il s'agissait autour de la table ronde, il fallait maintenant réfléchir sur comment accorder l'indépendance. Fort malheureusement, nous étions représentés essentiellement par des autodidactes. De l'autre côté, il y avait le ministre du gouvernement belge, il y avait le gouverneur général, il y avait des experts en relations internationales, parce que le monde existait. Parce qu'apparemment, il y a un trou noir sur l'histoire du Congo. Mais à cette époque, le monde était déjà industrialisé. Voyez-vous? Il y avait des experts en relations internationales. En 1960. En 1800, le monde était déjà industrialisé. Le monde était déjà industrialisé. Il y avait des autoroutes, il y avait des véhicules. Fort malheureusement, en RDC, nous, il y avait des autodidactes. Nous étions en retard par rapport au développement. Alors, lorsqu'il s'agissait de négocier sur l'indépendance, les personnes qui nous ont représentés, je ne leur reproche rien du tout parce que ça dépendait de l'environnement de l'époque. Ils n'avaient pas de connaissances approfondies sur des questions d'État. Voyez-vous? Parce que quand vous prenez Papa Kassavou, c'est un bourgmestre, vous prenez Lumumba, c'était un syndicaliste, et donc l'essentiel d'entre eux n'avaient pas le niveau requis pour négocier en lieu place de la République qui s'est créée. Ça fait que les autres qui étaient en face voulaient savoir qu'est-ce qu'ils entendaient par indépendance. Et dans leur définition, ils ont donné l'impression qu'il faudrait avoir des présidents noirs, nous-mêmes nous allons tout ça. Ils ont dit, ah ok, c'est ce que vous voulez, on vous accorde l'indépendance. Mais jusque-là, personne ne connaît les dispositions de l'acte d'indépendance. Si vous voulez, je peux vous donner une copie de la signature, des signatures de personnes qui ont eu à y participer. Jusqu'à présent, personne ne connaît les dispositions de l'acte de l'indépendance. Non, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a vu déjà cet acte. Moi, personnellement, j'ai cherché pendant 45 jours, je n'ai pas trouvé. Je n'ai trouvé qu'une copie des signatures. Et donc, vous comprenez qu'il y a effectivement un problème. Alors, il y a un trou noir. Le problème, c'est que lorsque nous allons maintenant dans le fond, chez les théoriciens sur l'État, ils vont vous démontrer noir sur blanc que l'indépendance peut s'acquérir une fois, mais le combat de l'indépendance, c'est pour toute la vie. L'indépendance peut s'acquérir une fois, mais le combat de l'indépendance, c'est pour toute la vie. C'est-à-dire que c'est un combat périn qui exige à ce que vous soyez suffisamment organisé en interne. Parce que je prends l'exemple des États-Unis. Pour préserver leur indépendance, ils ont créé une armée républicaine, ils ont une police, des services de renseignement, une bonne administration. C'est là le moyen par lequel on peut préserver ou contenir ou protéger l'indépendance. Et nous, fort malheureusement, le fait seulement que nous sommes créés avec des lacunes chroniques, cela ne nous a pas permis d'avoir une bonne administration, une bonne armée, et ça fait que tous ceux qui ont la capacité d'influencer les politiques influent ou, comment je peux dire, c'est-à-dire qu'il y a une mixtion dans toutes les questions, et cela réduit de manière substantielle notre indépendance, telle que le voulait le père de l'indépendance. Alors, Alain Bouloudjoa,
La plupart des pays africains nous accusent, la RDC, nous sommes plus dans la distraction. La jeunesse congolaise est plus dans la musique, les divertissements, ainsi de suite. On constate ces mouvements de réveil en Afrique dans plusieurs pays. Je ne sais pas, votre constat est comment? Est-ce la RDC emboîte les pas ou bien la RDC manifeste une certaine léthargie? On commence d'abord par là, votre observation. Est-ce la RDC emboîte ces mouvements de réveil? La jeunesse, bien sûr, ou la RDC est encore dans une certaine léthargie? Ce qui est vrai, c'est que on ne peut pas analyser de faits de gouvernance en se basant sur de faits factuels. Allons-y. Voyez-vous, la conjoncture actuelle au niveau africain donne l'impression comme si nous sommes dans une révolution. Je pense que ça donne l'impression. Ça donne l'impression. C'est-à-dire que ce n'est pas la réalité. C'est faux. C'est faux. Il n'y a pas une révolution qui est faite au niveau africain. Il n'y a pas une révolution. Il n'y a pas une révolution. Même ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Sénégal, il n'y a pas une révolution. Il n'y a pas une révolution. Il n'y a pas de révolution en Afrique. Il y a juste une sorte de basculement. C'est-à-dire? Ce n'est pas une révolution en tant que telle. Je prends le cas du Mali. Il y a eu coup d'État. Ouais. Voyez-vous, il y a eu coup d'État, il y a eu renversement de pouvoir, et puis il y a des gens qui accèdent au pouvoir. Le fait seulement il y a des conflits d'intérêts entre la France et la Russie, les gens ont préféré s'arc-bouter aux politiques russes. Donc, on aurait changé les maîtres. Ah, mais voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas une révolution en tant que telle. Parce que si nous nous référons à la vision du panafricanisme pur, en réalité, l'Afrique devait se chercher elle-même. Elle ne devait pas se chercher en s'accrochant aux autres. On change de maître, mais on ne change pas de physionomie. Prenez, comment l'Occident l'Occident est arrivé à avoir l'influence de l'Afrique après l'ère des indépendances? C'est par l'endettement. C'est-à-dire que vous êtes indépendant, vous n'avez pas de moyens, on va financer vos projets et puis en contrepartie, vous nous donnez en ressources. On vous donne l'argent, mais on vous empêche de créer des richesses parce qu'il y avait un problème de transfert technologique. Vous avez la dette de votre ancien maître, vous commencez à travailler pour son compte. Il crée des conditions pour que vous ne soyez pas en mesure de rembourser. C'est ça l'étranglement de la dette publique. C'est ce qui a fait que tous les États qui étaient assujettis à ces principes ne sont pas arrivés, n'est-ce pas, à en sortir. Voyez-vous? Aujourd'hui, apparemment, ce sont les mêmes stratégies qui sont opérées. Vous voulez vous affranchir de la France? Je peux vous aider. Je vous apporte des armes, je vous apporte l'équipement, moyennant quelque chose. Parce que je ne pense pas, mais moyennant le droit d'exploitation, moyennant, vous devez accepter les orientations, parce que l'essentiel des jeunes qui sont là aujourd'hui sont au service de la Russie. La Russie est en conflit avec les États-Unis, bon, pas l'Occident de manière générale, parce qu'il y a certains pays qui sont proches de la Russie, bien que ne voulons pas le manifester. La Russie ne veut pas voir la France occuper l'espace qu'elle occupe actuellement dans les sphères de décision mondiale. Voyez-vous? Si la Russie doit être classée, soit première, soit deuxième. Alors, la France fait ombrage. La Russie comprend que la France profite de l'Afrique pour se hisser à ce niveau-là. Sa monnaie avait comme base la monnaie le franc CFA, son économie avait comme base les ressources de l'exploitation des États, et ce qui fait que pour casser la France, il faut toucher à ces niveaux-là. Peut-être que vous serez surpris, j'ai participé indirectement sans le savoir dans la mise en place de cette vision. Comment ça? En 2017, le président russe avait convoqué plus de 4000 jeunes. Plus de 40 000 jeunes, pardon. Africains? Non, du monde. Du monde. En Russie. Nous avons passé plus de 10 jours. Vous étiez là? Nous avons passé, oui. Nous avons passé plus de 12 jours à Sochi. Il y avait une grande activité où on avait convié tous les jeunes. Ce que j'ai compris, quelques années après, c'était une manière de créer le déclic
pour lui faciliter d'atteindre cet objectif. Comment ont-ils procédé? Ils savaient que les institutions étaient déjà caporalisées. Ils ne pouvaient pas entrer dans ces États par les institutions parce que les dirigeants africains étaient assujettis, aliénés à la vision française. Ils devaient maintenant utiliser les jeunes leaders. C'est dans ces cadres que nous avons été conviés. Ah, c'était ça l'idée. Il a consulté, il a convoqué les jeunes leaders que nous étions. Il a eu à nous donner certaines informations sur sa vision sur le monde. Et ce qui est surprenant, quelques années après, il y a eu de mouvements citoyens qui ont commencé à surgir. Et c'est ça fait qu'il y avait des revendications. C'est cette classe-là de la société civile, de forces vives, qui sont à la base de ce que vous appelez révolution. L'essentiel sont des jeunes, des gens qui ont connu une sorte de formatage, voyez-vous, de cerveau. Et cela a fait que les gens voulaient maintenant se libérer de la France, de l'Occident. Alors, comme ils n'avaient pas assez de moyens, ils devaient maintenant trouver un appui, une base sur le plan financier, sur le plan logistique. Et la Russie était là. Ne pensez pas que c'est un fait, c'est un hasard. Non, c'est quelque chose qui a été planifié. Alors, aujourd'hui, les pays se libèrent, d'après ce qu'on nous présente. Mais ils se libèrent de la France. Ne pensez pas que la Russie va donner des armes gratuitement. Ces gens-là qui reçoivent des dons, de l'accompagnement... Les termes des références des partenariats, des coopérations changent, du moins. Non, mais la coopération, même l'Occident n'a jamais présenté sa fameuse coopération comme une mauvaise chose. On vous dit non, voilà, appui au développement. Non, voilà, nous soutenons, nous faisons des dons. En réalité, ce ne sont pas des dons. C'est un endettement. Est-ce, Alain Bolojoa, le problème au niveau des pays africains, c'est l'Occident ou bien c'est l'élite africaine elle-même? On prend les cas de la RDC. La RDC avec tous ces minéraux, la RDC pays solution, ainsi de suite. Nous avons des économistes, vous faites également partie, vous êtes un brillant économiste. Je prends les cas de ce qui s'est passé avec M. Vital Kamerhe. C'est vrai qu'il a déjà démissionné. VPM en économie. Au lieu de mettre en place des stratégies économiques pour trouver des moyens pour aider nos populations qui sont en train de fuir, des réfugiés internes, ainsi de suite, il part plutôt quémander au niveau des riades. Est-ce le problème, c'est l'Occident ou bien c'est l'élite africaine? Ou soit l'élite africaine rencontre des difficultés de la part de l'Occident, mais l'élite africaine ne parle pas. Bon, en fait, ce qui est vrai, c'est que nous avons beaucoup de problèmes dont le facteur sont endogènes et exogènes, mais l'essentiel est influencé par les enjeux mondiaux. L'essentiel est influencé par les enjeux mondiaux. Oui. Déjà au départ, l'Occident, bien que nous a amené ce que nous pourrons appeler la démocratie occidentale, mais ils sont arrivés à mettre en œuvre une stratégie pour que nous ne connaissions jamais la démocratie. C'est-à-dire qu'on vous exige d'être des États démocratiques, mais eux-mêmes créent des dictateurs. Comme vous. C'est-à-dire qu'au lieu qu'on vous laisse la latitude de vous choisir de bonnes personnes, ils influent sur le processus électoral pour vous imposer le médiocre. Parce que l'Occident n'a rien à gagner si les États devenaient démocratiques. L'Occident n'a rien à gagner. En tout cas, l'Occident n'a rien à gagner. Parce que le jour où nos États deviendront démocratiques, le standing de vie de l'Occident va changer. Nous sommes dans le règne animal. Il y a le carnivore, il y a les herbivores. Parmi les carnivores, il y a le plus fort et le moins fort. Exactement. La même chose. C'est-à-dire que pour que le lion survive, il doit dévorer l'antilope. Alors, la meilleure stratégie, vous donnez à l'antilope le moyen de grandir, de prendre du poids pour bien la manger. C'est-à-dire, c'est ça la stratégie qui est conçue par l'Occident. Je vous donne juste un cas. L'État congolais, la République démocratique du Congo est née démocratique. Des noms. Non, mais est née démocratique parce que l'essentiel des dirigeants étaient élus. Voyez-vous, Kasavubu était élu au suffrage indirect. Lumumba était élu, il avait la majorité parlementaire. Direct. En réalité, dans la démocratie, c'est lui qui a
plus de voix, imprime sa vision. Qu'est-ce que Lumumba fait pour qu'il soit assassiné? On nous parle de lèse-majesté. Il a rappelé à la Belgique ce qu'elle a fait à la population congolaise. On a connu toutes sortes d'humiliations. On nous a amputé des bras. On nous a torturés. Et le roi de Belge était frustré. Comment un nègre pouvait-il me dire ça? Réflexe, il fallait l'éliminer. C'est-à-dire que c'est là que nous sommes entrés dans un cercle vicieux de la dictature. Il y a eu instabilité, ça a créé des groupes armés. Et ces groupes armés se sont constitués en sécessionnistes, financés par le même Occident. Là, nous ne parlons pas en termes d'administration, mais plutôt en termes de multinationales. Voyez-vous? Parce que déjà, l'industrie des pneus avait besoin de caoutchouc. Vous avez le cuivre avec l'électricité. Vous avez autant de matières qui devaient être exploitées. Et c'est ce qui a permis, d'ailleurs, à l'essentiel des États. Ce n'est pas seulement la Belgique qui a exploité le Congo pendant tous ces temps. Toutes les 14 puissances ont y à exploiter. L'avantage, c'est que en 1906, le roi de Belge a instruit son administration à détruire les données. Heureusement pour nous, il y avait une convention entre les États qui voulait assez que le roi de Belge fasse le rapport annuel à tous les États membres. J'ai retrouvé des documents qui ont été détruits en Belgique, je les ai retrouvés en Suède. Des documents détruits volontiers. Non, mais effectivement, il y a une décision demandant à l'administration de détruire en 1906. Vous brouillez les pistes. Et exactement. 2 ans avant que la Belgique n'ait le droit souverain sur le Congo. C'est-à-dire que vous comprenez qu'il y avait tout un réseau. Alors, ce que nous devons comprendre, c'est que l'Occident fait semblant de nous aider à être des États démocratiques. Mais son intention, c'est de nous maintenir dans une situation de précarité pour être dépendants. Parce que si l'Occident voulait nous aider, la moindre chose, il y aurait transfert technologique. Exactement. Parce que nous avons des ressources. Nous devons exploiter et apporter une chaîne de valeur. C'est ce que l'Occident ne fera pas. Pourquoi? Parce que si nous arrivons à maîtriser la technologie, l'essentiel de leurs industries vont disparaître. Madame Olojo, vous parlez ici de la démocratie, mais j'entends également parler d'autres Africains qui réfléchissent, d'autres élites africaines, qui disent que la démocratie ne pourrait pas être une bonne chose pour l'Afrique. Ah bon? Qu'en pensez-vous? Non, mais ils n'ont pas compris. La démocratie en tant que système de gouvernance, il suffit seulement de la tropicaliser et puis vous aurez une bonne gouvernance. Hein. La tropicaliser, c'est-à-dire que vous adaptez votre démocratie par rapport à vos réalités anthropologiques. La démocratie, c'est un bon système. Il suffit seulement d'extirper tout ce qui ne va pas, vous adapter et c'est bon. Parce que quand on parle de démocratie, c'est quoi? C'est la volonté du peuple exprimée dans la gouvernance. Ce n'est pas une bonne chose en soi. Mais si vous prenez en termes de coûts d'élection, on peut réduire. Par exemple, on peut faire comme en Chine. La Chine a une démocratie. La Chine a une démocratie, mais à sa manière. Non, une démocratie à sa manière, parce que le président n'a pas le pouvoir de tout faire. Mais est-ce que les peuples africains ont atteint ce niveau de se choisir des bons dirigeants? C'est ça également le problème. Non, mais le peuple africain peut se choisir de bons dirigeants si vous adaptez à nos réalités. Comment faisons-nous pour nous choisir des responsables de famille au niveau de nos familles respectives? Il suffit seulement d'adapter et puis ça va nous faciliter. Ce qui est important de retenir, c'est que la démocratie en tant que système de gouvernance n'a jamais été parfaite, même en Occident. Parce que vous ne trouverez pas la même démocratie aux États-Unis qu'en France. Ils ont eu à faire des adaptations. C'est par rapport aussi à la dimension anthropologique. Le fait seulement que vous sortez d'une monarchie pour arriver à une république, vous devez maintenant essayer de voir comment adapter votre démocratie par rapport à votre aspect historique. Voilà pourquoi vous trouvez en France, par exemple, on donne beaucoup de pouvoir à un président de la République. Il y a un premier ministre, certes, mais le président a beaucoup de pouvoir. Vous prenez, par exemple, en Allemagne. L'Allemagne a aussi une autre configuration. Le premier ministre a beaucoup de pouvoir. Vous avez le chancelier ou tout ça, a beaucoup de pouvoir. Vous allez en Suède. Il y a une monarchie. Le Premier ministre a le pouvoir, mais le Parlement a plus de pouvoir que le Premier ministre. C'est-à-dire que ce sont des choix que l'on doit opérer. Même en Afrique, tous les États n'auront pas le même réflexe. Parce que vous ne pouvez pas
adapter la démocratie du Congo, par exemple, au Rwanda. Parce que au Rwanda, si vous regardez la configuration sociologique, n'est pas la même que chez nous. Nous avons 450 tribus, 252 dialectes. Alors, vous ne pouvez pas avoir le même réflexe là où vous trouvez toute la population n'a que 2 langues. C'est-à-dire qu'il faut adapter, et je pense que ça pourrait t'aider. Et d'ailleurs, si vous allez dans l'histoire, apparemment, il y avait déjà une bribe, je dirais, il y avait déjà le réflexe démocratique. Par exemple, chez nous, à l'Équateur, le chef ne décidait jamais seul. À l'Équateur, le chef ne décidait jamais. Chez le Mongol, le chef ne décide jamais seul. Il y a beaucoup de choses. Nous allons continuer avec cette série d'émissions. C'est vrai, avec Alain Bolodjo également, d'autres acteurs politiques à mesure, bien sûr, de parler du problème de l'Afrique. Alain Bolodjo, on finit pour aujourd'hui. Est-ce que l'Afrique a besoin de cette unité comme en Europe? On voit l'Union européenne. Ici, c'est vrai, on a déjà l'Union africaine. Mais est-ce que l'Afrique a besoin également de cette unité? Parce qu'on ne peut pas comprendre que les pays africains puissent constituer des bases arrières pour nuire à d'autres pays. On prend les cas du Rwanda, Ouganda. D'ailleurs, actuellement, si nous ne parlons même pas de la RDC, les Burundi et le Rwanda, ça ne va pas. Parce que selon le Burundi, le Rwanda sera en train de se constituer en base arrière également. Qu'est-ce qui explique cela? Que les pays africains s'entretuent entre eux, ce qui n'est pas le cas en Europe, par exemple. Non, l'Europe a connu des guerres. Et arrêtons de falsifier l'histoire. L'Europe a connu des guerres. C'est grâce à la guerre qu'il y a la paix aujourd'hui en Europe. C'est grâce à la guerre qu'il y a la paix aujourd'hui. Effectivement, parce que la guerre 14-18, c'était une guerre. L'Allemagne, la France et les autres, il y a eu des alliances qui ont été faites, il y a eu beaucoup de morts. La France a eu à faire beaucoup de guerres. Vous prenez les Jules César et tout ce qu'ils avaient comme vision, ils se sont entretués pendant des siècles. Nous devons le savoir. Donc, mais qu'est-ce qu'ils ont compris? Il y a des guerres ici. Non, il y en avait, mais pas avec la même teneur. Ce qui est vrai, c'est que nous devons maintenant nous ressaisir. Nous devons repenser ou penser autrement. Je pense que la plus grande guerre que nous n'arrivons pas à y mettre fin, c'est la pauvreté. La pauvreté. Il y a possibilité de combattre la pauvreté ensemble. Parce que déjà, l'intégration régionale, apparemment, c'est une bonne approche. Si nous transactons ensemble, on va se protéger mutuellement. Voyez-vous, le Congo a l'avantage d'avoir beaucoup de ressources. Le Congo est centré et se retrouve pratiquement au cœur de l'Afrique. Si le Congo pouvait avoir une compagnie d'aviation sérieuse et compétitive, l'essentiel des guerres vont disparaître. Si le Congo arrivait à exploiter ses ressources énergétiques, l'essentiel des États ne seront plus en guerre. Pourquoi? Parce que si nous créons INGA 1, INGA 2, bon, ça existe, INGA 1, INGA 2, INGA 3, nous créons INGA 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va desservir pratiquement toute l'Afrique en électricité. Ça va permettre à tous les Africains de développer leurs réflexes industriels. Voyez-vous? Le fait seulement que nous avons des intérêts croisés, on va se protéger mutuellement. Si nous arrivons à avoir une compagnie d'aviation qui va relier toute l'Afrique, parce que regardez ce que l'Éthiopie fait, ce que le Kenya fait. Je suis à Kinshasa. Pour aller en Angola, je prends l'Éthiopienne, je dois d'abord arriver en Éthiopie, et puis je reviens encore au Congo pour aller descendre, alors que nous sommes au cœur. Si nous arrivons à avoir un moyen de transport qui relie toute l'Afrique, ça va écourter la distance et la durée, et ça va booster notre économie. INGA va permettre à l'Égypte d'avoir l'électricité, Éthiopie d'avoir l'électricité. Naturellement, l'idée de construire d'autres barrages qui va réduire les débits de eau pour l'Égypte n'existera plus. C'est-à-dire que le Congo peut être solution sur ces aspects-là. L'Afrique du Sud aujourd'hui a un problème d'insécurité justement parce qu'elle n'arrive pas à créer des emplois faute d'énergie. Si nous résolvons le problème d'électricité pour l'Afrique du Sud,
il y aura accalmie, les Sud-Africains n'auront pas de problème. Pour le Rwanda, le fait seulement qu'on va mettre en place de bonnes politiques ici, ses alliés deviendront ses ennemis, il sera obligé de se rallier avec nous. Parce que l'essentiel de l'économie du Rwanda, en termes de consommation, dépend de la partie Est. Donc, vous comprenez que l'approche économique... Donc, on n'a pas besoin nécessairement de la guerre, de faire la guerre, mais on peut aborder cette approche économique. Non, pour l'instant, la guerre est nécessaire. Parce que justement, elle est la seule solution en fait. Mais si nous arrivons à stabiliser l'économie, le Rwanda sera obligé d'être en paix avec nous parce qu'on va commencer à transacter. Le fait seulement que nous serons en mesure de produire plus, on va créer des emplois même pour le Rwandais. Voyez-vous, fort malheureusement, Franck Fagnon l'a dit, les gens prennent ces messages de manière imagée au lieu de comprendre ce qu'il a voulu dire. Il ne parlait pas de gâchettes, de tout ça. Non, il voulait vous dire que la solution de l'Afrique pouvait passer par le Congo au regard de son fort potentiel et de sa situation géographique. Fort malheureusement, nous sommes encore dans cette vision archaïque. Nous ne savons pas comment exploiter l'homme congolais et les ressources congolaises pour booster le développement de l'Afrique. Merci, c'en est fini pour aujourd'hui. J'ai recevé Alain Bouloudjoa. Nous allons poursuivre avec cette série d'émissions la semaine prochaine. En tout cas, chaque semaine, nous serons ici avec l'élite congolaise, les acteurs politiques pour parler de l'Afrique. C'est vrai, en partant bien sûr de la République démocratique du Congo, comme nous venons là de faire avec Alain Bouloudjoa. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de matières à épiloguer là-dessus. Prenez rendez-vous, Centrale Télévision. Également, vous allez voir au bas de vos petits écrans les caches, les liens YouTube, soit la chaîne YouTube. Merci également à vous pour votre attention chaleureuse. Merci à l'équipe technique, Grammy Clégon, que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. Nous sommes en train de coller les narratifs africains, proposer ce qui pourrait être utile et nécessaire pour l'Afrique. Au revoir. Safa,